tout le monde. Merci pour votre présence à ce talk après la pause et dans cette fin de journée. Merci pour l'effort. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de France API pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement très réussi. C'est ma première participation en tant que speaker. Merci encore aux organisateurs. Je vais commencer par ce que je ne vais pas dire. Je ne vais pas parler de IA, malheureusement. Je pensais être le seul à ne pas évoquer l'IA, mais le talk précédent ne l'a pas fait non plus. Je ne suis pas le seul. Je ne vais pas présenter Bouygues Telecom. Je ne vais pas dire que c'est le premier opérateur alternatif en qualité de service mobile. Je ne vais pas dire non plus que c'est le premier opérateur en qualité de connexion fixe selon les baromètres NPerf. Je ne vais pas parler de, de l'engagement de Bouygues Telecom dans le monde associatif avec son offre source, avec ses opérations dans 2 gigas. Je vais rien dire de tout ça. Je vais vous parler de la gouvernance SI. Ça va être une session d'échange, de partage de démarches. On va revenir un peu sur l'architecture SI. Je voulais démarrer par une définition de ce que c'est un SI d'un opérateur télécom. Ça se résume en 2 phrases. Le SI d'un opérateur télécom, il a comme mission de vendre des services, de les gérer et de les facturer aux clients. On a fini. Mais en fait, ces services peuvent être réalisés sur le réseau de l'opérateur, sur des réseaux tiers, des opérateurs nationaux, des opérateurs internationaux. Ça peut être des services de partenaires de contenu, les Spotify, Netflix, etc., ou des assureurs. On a une panoplie de partenaires de services. Et pour vendre ces services-là, on a plusieurs canaux de vente. Donc le client peut le faire lui-même sur le site web, donc premier canal de vente. Il peut se rendre dans une boutique Bouygues Télécom et de faire appel à un vendeur. Le vendeur, il a son front avec ses applications de vente, etc. Le client peut faire appel aussi à une hotline, donc à des conseillers de clientèle. On a des partenaires de vente aussi, des distributeurs. Une fois ce service est vendu, donc il faut l'activer et il faut l'installer. Donc on a une nouvelle population qui rentre dans le game, c'est les installateurs et les techniciens. Il faut que le SI leur facilite la tâche et leur propose des outils pour faire leur tâche. Donc le service est activé et il faut récupérer ou collecter les usages du réseau pour pouvoir facturer le client. On fait appel aussi à des partenaires logistiques pour livrer, récupérer, échanger, réparer des équipements, que ce soit les équipements de l'opérateur ou les équipements des clients. On a des partenariats bien sûr avec des banques et des partenaires de paiement, d'encaissement, etc. Et dans tout cet écosystème, il ne faut pas oublier les autorités. Parce que dans le cadre des opérateurs telco, les autorités imposent un certain nombre de contraintes et des restrictions sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ça reste une vision très high level de ce que c'est qu'un SI, ce que doit faire un SI d'un opérateur télécom. Et c'est une vision très simpliste. Donc, le SI doit répondre à toutes ces activités. Bien sûr, si on reprend les différentes couches de l'architecture d'entreprise, le SI, pareil, doit rentrer dans ces différentes couches. À partir de la couche métier et les processus métiers, que ce soit les processus de vente, d'après-vente, les processus de vie client, etc.
La couche fonctionnelle avec les fonctions que propose ce SI-là, la couche applicative avec toutes les applications, le parc applicatif et les composants qui composent ces applications-là, les interfaces, etc. Et bien sûr, la couche technique qui concerne l'infrastructure du SI. Donc la gouvernance d'un SI consiste, elle a pour enjeu trois principaux points. L'alignement à la stratégie et les objectifs de l'entreprise, la gestion des risques liés à l'informatique, que ce soit la sécurité des données, la continuité de service, ou les conformités réglementaires qui sont imposées aux opérateurs, et aussi et surtout la création de la valeur et l'optimisation des coûts. Donc nous, chez Bouygues Telecom, on a choisi une gouvernance orientée API. Donc on est parti, vous avez le son. On est parti par l'entité la plus fine du modèle hiérarchique dans notre SI. Pourquoi l'API? Parce que c'est l'entité aussi qui fait la colle entre ces quatre couches. Un processus métier est couvert par plusieurs fonctions qui elles-mêmes sont implémentées via des interfaces, via des API. Une fonction, elle est rendue à travers une API. Sur le plan applicatif, donc une API, elle est documentée via un Swagger, elle est implémentée avec du code et elle est déployée sur un socle technique. Donc c'est l'entité qui fait la colle entre les quatre niveaux de l'architecture d'entreprise. Donc on est parti de ces principes de gouvernance. On a d'abord découpé notre SI en blocs fonctionnels bien bornés. Je vais pas dire qu'on est complètement en DDD, mais on s'y rapproche. On s'inspire aussi de pas mal de standards du marché, surtout sur les opérateurs télécoms. Le plus connu, pardon, c'est le TM Forum. On est en API first et surtout on est en contract first. Donc tous les projets métiers démarrent par la définition du contrat d'interface avant d'aller poursuivre la réalisation du reste du besoin métier. Et la particularité de notre démarche, c'est le troisième point, donc un design centralisé. Donc on est parti du postulat que le garant de la cohésion et de la conformité du SI est le plus à même de garantir la cohésion et la conformité de ces interfaces-là. Et donc l'équipe d'architecture, elle a une team d'API designers aussi. Et avec le quatrième point, le déploiement des API est décentralisé dans les teams de dev. Et bien sûr, fondamental, la sécurisation d'accès à ces API, que ce soit les API internes ou les API exposées à nos partenaires et exposées en open. Donc le découpage en domaines, là j'ai pris juste un petit exemple. On a, comme vous l'avez vu dans les slides précédentes, on a à peu près une cinquantaine de domaines fonctionnels. On appelle ça les systèmes fonctionnels, les SF. Donc des systèmes qui vont de la gestion de clients jusqu'à la prise de commande, du catalogue qu'on présente aux clients jusqu'à le service après-vente. Donc tous les domaines que le SI d'un opérateur doit couvrir. Bien sûr, toujours on s'inspire des standards du marché et de notre expérience qui date il y a presque 30 ans maintenant. Et donc ce découpage en domaines nous a permis de définir une map des API que chaque SF, chaque système fonctionnel doit ou peut exposer au reste du SI ou même vers l'extérieur.
Donc à part, on a pris chaque domaine fonctionnel à part, on a identifié l'API au sens global, hein, c'est l'API qui est écrite dans ce slide-là, c'est le groupement de toutes les opérations et les ressources, enfin le groupement de toutes les ressources et les opérations sur ces ressources-là par système fonctionnel. Donc c'est une granularité un peu logique. Donc on a identifié les API prévues par les standards du marché. On les a comparés à ce qu'on fait depuis des années. Et à partir de ces données-là, on a identifié les ressources et les opérations cibles de chaque SF, de chaque système. Et on a fait un gap analysis de l'existant versus la cible et comment y arriver. Bien sûr, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément d'argent vu la complexité du SI que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on n'a pas les moyens de nos ambitions. On est parti sur une gouvernance par projet. Donc, chaque projet métier doit financer une partie de la construction de l'API DSF qui l'impacte. Et donc on est sorti par une map théorique qui ressemble à peu près à ce qui est à l'écran, donc c'est un sous-ensemble. Donc on a les ressources, là vous voyez juste les ressources par domaine, ils sont groupés par spécialisation dans chaque domaine. Et on a défini bien sûr les opérations qui sont faites sur ces ressources-là. Vu qu'on a des consommations d'API sur nos frontaux qui est pas mal, je vous ai montré tout à l'heure le chiffre sans le commenter, on est à peu près à 200 millions d'appels API par jour, qu'on a aussi des partenaires qui sont raccordés à nos API, et on a pas mal de systèmes en SaaS. On a décidé de cette architecture logique. Donc le système fonctionnel développe un service métier ou une fonction métier, et cette fonction métier peut être exposée sous différentes formes. La forme la plus utilisée, bien sûr, c'est l'API IHM que vous voyez là, c'est à ma droite, donc, à votre gauche, ou à votre droite, pardon. Donc vous voyez à votre droite, donc c'est la couche de représentation qu'on rajoute au-dessus de la fonction métier. Euh, Cette fonction métier même, on l'expose aussi, on peut l'exposer à nos partenaires et en API ouverte, en Open API, aux développeurs indépendants. Donc ces trois catégories-là, on les expose donc sur Internet, sur l'API Gateway public qui est exposée sur Internet. Et pour tout ce qui est consommation interne, que ce soit pour les bacs internes, pour les IHM internes, on a une instance interne, on a décidé de mettre une instance de la gateway en interne qui n'est pas exposée sur Internet, qui expose les services et même services métiers pour de la consommation interne. Donc la différence entre les quatre catégories d'API, elle est surtout sur la donnée exposée. Donc on rajoute pour les partenaires une couche d'aliasing, on rajoute pour les IHM une couche d'authentification des end-users. Pareil, pour l'interne, on a aussi une couche de sécurisation qui est adaptée à la consommation interne. Là, je montre une architecture logique d'un système fonctionnel. Au sein d'un système fonctionnel, il y a des applications. Donc, les applications qui s'appellent entre elles peuvent, dans certains cas, doivent passer par la gateway interne. La gateway interne et la gateway exposée sur Internet, bien sûr, c'est des instances physiques différentes, mais c'est une seule entité. C'est pas on n'a pas encore les micro-gateways par bloc fonctionnel. Et avant que vous me posiez la question, on est sur de l'APG sur les deux instances.
Et donc, pour tout ce qui est API First, il y a quelques années, on avait pris la décision de faire du Contract First, de démarrer tous nos projets métiers par la définition du contrat. Et donc, on part d'un modèle d'information métier, pareil, qui est regroupé par système fonctionnel. Donc, chaque domaine a son modèle d'information métier. À partir de ce modèle-là et la définition qu'on s'est donnée tout à l'heure de l'API Map, on va définir les ressources qui peuvent être créées via ce projet métier ou peuvent être modifiées. Donc toujours la Bible, c'est l'API Map. L'architecte solution, bien sûr, apporte une description fonctionnelle à son besoin. Donc, il traduit le besoin métier en besoin fonctionnel à l'IT. Et notre équipe d'API designer, à partir du modèle d'information et de la description du besoin, va modéliser d'abord l'interface sur UML. À partir de ce modèle d'interface, on va générer la spécification OpenAPI, donc les Swagger, avec des générateurs sur notre outil de modélisation. Pour la plupart des applications au sein du SI Bouygues Telecom, on a des générateurs de code. Donc dans notre framework qu'on utilise sur les bacs, on a un générateur de code qui prend le Swagger et qui génère le code de l'interface, ce qui va permettre d'avancer rapidement sur les devs et de faciliter aussi les tests. On laisse la main au team de dev pour le déploiement des proxys sur les différentes gateways. J'ai mis exposition par l'équipe de gouvernance, mais c'est une ambition dans le futur, c'est que on laisse les développeurs exposer leurs proxys et c'est l'équipe de gouvernance qui décide sur quelle instance on doit exposer cette API-là. Et pareil, pour l'abonnement aux API, on n'a pas aujourd'hui un portail dev interne. C'est quelque chose qui est à planifier. Donc aujourd'hui, on fait un système de souscription manuel. Les développeurs demandent l'accès à une API et la même équipe de gouvernance étudie la demande et voit si l'application qui demande l'accès est légitime à accéder à ces données ou pas. Et dans quel cas, on accepte ou on refuse la demande de consommation. Sur la sécurisation, je ne vais pas trop m'étaler, mais l'écosystème des API propose pas mal de solutions et de standards. Donc, on est sur de l'O2 sur tout notre parc d'API. OpenID Connect pour l'identification et l'authentification de nos utilisateurs. On consulte régulièrement le top 10 de WASP qui a été, je crois, présenté en début d'après-midi. Je vous le conseille, je vous le recommande. Donc c'est des recommandes déjà. Il va vous donner le top 10 des types d'attaques sur les API et il va vous donner des recommandations sur les correctifs de ces vulnérabilités. Et on est basé sur du contrôle de rôle. Donc chaque API, chaque ressource, quand il y a un end user, elle est protégée par un contrôle de rôle qui est sur les différents niveaux. Il y a aussi l'autorisation applicative qui est à base de scope OAuth, pareil, sur différents niveaux. La sécurisation, enfin, si on fait une matrice ou une pyramide de la sécurisation, c'est jamais la responsabilité d'une seule brique, c'est la responsabilité décentralisée sur toute la chaîne, commençant par l'anti-DDoS, le OAuth, l'API Gateway et le backend qui expose cette API.
Donc, les API qu'on expose à nos partenaires sont exposés sur un portail développeur. On a deux instances du portail. Une instance pour la ligne de marché grand public. Elle va être enrichie bientôt avec les API Mobile ID et les API du Camera Project sur les informations du user, les informations de sa SIM, etc. Et on a une instance du portail pour tout ce qui est ligne de marché B2B. Et je voulais finir par un use case d'ouverture de nos API, enfin des API du SI Bouygues Telecom aux partenaires. Donc il y a quelques mois, on a fait un partenariat avec Samsung pour la vente de smartphones. Et donc, je ne sais pas si ça apparaît. Hop. Sur le site de Samsung, vous voyez qu'il y a des forfaits Bouygues Telecom qui sont proposés avec la vente de smartphones. Il y a une réduction sur le téléphone. Donc ça a été fait avec les Open API de Bouygues Telecom, donc les API du catalogue de vente, les API d'authentification du client, parce que l'utilisateur il peut être déjà client chez Bouygues Telecom, ou un prospect, dans quel cas on crée le client chez nous, et les API de prise de commande et de vente. Et depuis cette semaine, on a un nouveau partenariat avec Back Market pour tout ce qui est smartphone, comment on dit, reconditionné. Reconditionné. Donc, je crois que la généralisation sur le site de Back Market va se faire demain ou enfin d'ici fin de semaine. Pareil, c'est le même système. Donc là, on le fait sur Back Market, propose des forfaits Bouygues Telecom sur du reconditionné avec une réduction sur le téléphone. Même système, catalogue ouvert, prise de commande ouverte via API et authentification et identification du client aussi ouverte via API. Pour les deux cas, c'est une première en France qu'un opérateur ouvre ses API à la vente auprès des vendeurs de smartphones. Et j'ai parlé depuis tout à l'heure et je ne me suis pas présenté. Donc moi, je suis Ilyas Touati, responsable de l'architecture d'entreprise au sein de Bouygues Telecom. Ça fait 13 ans que je suis chez Bouygues Telecom. J'ai perdu mes cheveux chez Bouygues Telecom. Je fais partie de la filière des experts chez Bouygues Telecom et je suis membre du collectif API Thinking. Donc je vous laisse aussi mes coordonnées si vous voulez qu'on reste en contact. Et voilà, je suis à vous si vous avez des questions. J'ai vu que vous aviez enfin, j'ai vu que tu l'as présenté, il y a un API catalogue, et j'étais un peu curieux de savoir si ce catalogue il est réservé exclusivement à un usage interne de Bouygues, ou si c'est aussi quelque chose que à vous présenter à vos partenaires pour qu'ils puissent s'intégrer. Et est-ce que la documentation du coup est fournie avec? J'imagine que oui. Ah oui. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est interne aujourd'hui n'est pas exposé sur un portail, donc c'est de la gestion centralisée au sein d'une équipe. L'ambition est de le mettre sur un portail. Par contre, ces deux portails sont vraiment dédiés aux partenaires et même aux clients dans le cas du B2B. Toute la documentation est sur le site avec les swaggers, etc. Et même avec des mocks pour le test. Je vous en prie. Ah, Romain. Bonjour, merci pour ta presse. Tout à l'heure, tu montrais que vous avez fait le design en sein de la gouvernance, vraiment du coup en sein de votre entité. Et ma question, c'est plus, est-ce que en termes de Rex, parce que c'est quelque chose qui se fait en fait assez rarement, on voit ça plutôt délégué aux équipes et aux projets. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que les plus et les moins en fait que tu peux nous donner là-dessus en termes de Rex? Alors, quand j'ai rejoint le SI Bouygues Telecom, on était déjà sur cette démarche-là. Les moins, je peux te dire que la taille de l'équipe
elle sera toujours limitée, et donc on est toujours un goulot d'étranglement dans les projets. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Par contre, dans les avantages, c'est que tu as vraiment, tu peux garantir euh, la conformité déjà des API que tu veux exposer au sein dans SI. Tu peux, pardon, imposer le reuse. On ne va pas chaque entité développer la même API. Donc là, le gouverneur, il est là, c'est lui qui design la même API. Donc voilà, surtout le reuse et assurer la conformité de ton SI. Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, est-ce qu'il n'y a pas des équipes qui essayent de contourner les règles et du coup de faire les API eux-mêmes et de ne pas passer par la gouvernance? C'est toujours le cas. Et c'est pas. Moi, je le vois pas d'une façon négative. Pourquoi? Parce que quand on a commencé ce chantier d'APIisation, on a mis en place avec l'équipe de design des normes de design. Donc toute équipe qui veut prendre le design de l'API à sa responsabilité peut le faire. Par contre, elle doit respecter les guidelines. Et à la fin, pour déployer l'API ou pour déployer la documentation, parce qu'on a centralisé aussi le repo de la documentation, pour déposer tout ça, il y a des règles de conformité. Donc, si ton API ou ta documentation n'est pas conforme, hop, Ilyes il va recevoir une notification et il va venir te voir. Bonjour, Bonjour. tu as cité le trafic qui est assez important, 200 millions de requêtes, je crois, c'est ça. Ça correspond à combien d'API en interne et en externe environ? Alors, ça dépend de la granularité de l'API dont on parle, mais à la dernière, au dernier recensement, on est à 600 API. Donc 600 API, 600 ressources. Donc pour chaque ressource, tu as les différentes opérations. Donc ça peut se multiplier par 3, par 4. Bonjour. Bonjour. Bravo pour ce projet déjà. Plutôt ma question, ça marche quand je vois ce processus, ça marche très bien pour tout nouveau flux qui va venir pour toute nouvelle API. Comment vous avez fait pour les API déjà existantes? Vous avez parlé de 1000 applications. Est-ce qu'il y avait une refonte de toutes les applications? Est-ce qu'il y avait une couche supérieure à ces applications? Très bonne question. Okay. On n'a rien fait. Sur l'existant, on n'a rien fait parce que cette démarche que je vous présente date d'il y a 5-6 ans. Donc l'existant depuis 5-6 ans, il commence à diminuer. Dans certains cas, on a des bus ou des médiations qui sont devant les bacs et donc ils mettent en conformité l'interface de ce bac-là. Mais le reste, il commence à diminuer. On laisse le temps faire. Compris. Bonjour. Bonjour. Vous venez de dire justement qu'il y a 5-6 ans, vous avez entamé cette démarche. Oui. Et je me posais la question justement, ces nouveaux rôles d'architecte solution, API designer, comment est-ce que c'est des personnes que vous aviez déjà dans l'entreprise? Et comment vous avez amené tout le monde dans ce nouveau dispositif? Surtout que vous parliez, je crois, de 50 blocs fonctionnels différents, donc potentiellement autant de façons de faire différentes. Alors, on a un département d'architecture qui compte à peu près 70 architectes. Les architectes solutions, c'est pas un nouveau rôle, donc c'est les architectes fonctionnels. Je les ai nommés dans le slide architecte solution. Par contre, les API designers, depuis 5-6 ans, c'était pas un métier très répandu. Donc c'est généralement des anciens développeurs qui veulent se reconvertir dans le fonctionnel. Et donc la passation sur la modélisation et la description des interfaces, c'est un bon tremplin pour passer de l'autre côté. Bonjour Ilyes, Bonjour. merci pour cette présentation.
Une petite question sur cette démarche. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques ou des sujets en commun avec la data gouvernance? Si oui, lesquels? Quand je dis data gouvernance, c'est donc toute la partie modélisation de la donnée, qualité de la donnée, le sens fonctionnel qu'on donne à une donnée. Voilà. Alors, dans la data gouvernance, je mets à part la qualité de la donnée. On n'a pas eu vraiment de problème avec la modélisation et le sens fonctionnel des données, parce que c'est dans la même équipe. Donc les urbanistes et ceux qui modélisent, enfin ceux qui tiennent le modèle d'information font partie de ce département d'architecture. Donc il n'y a pas eu de problème. La cohésion était là depuis le début. Par contre, sur la qualité de la donnée, on est en cours de construction de cette gouvernance qui veille à l'intégrité et la qualité de la donnée. Donc c'est quelque chose qui se construit. Je n'ai pas encore de retour d'expérience là-dessus. Bonjour. Bonjour. Merci Elias déjà pour ce projet et ça me fait chaud au cœur de voir que les mêmes... Non, non, bah oui. Et du coup, en fait, c'est d'avoir surtout que les mêmes problématiques qui sont, entre parenthèses, partout. Ce qu'on a le même cas, c'est qu'on a des applications qui ne sont pas conformes. Et du coup, ma question, c'est que là, j'ai eu la réponse que vous ne faites rien pour le moment et vous attendez que ça. Alors, j'ai dit on fait rien sur le legacy qui ne bouge pas. Exactement. Par contre, le legacy qui bouge, on a des exemples où on reprend la modélisation, on reprend le développement des API et ça rentre dans les rails. Donc le legacy qui ne bouge pas, bah, on laisse le temps faire. D'accord. Ça ne change pas trop ma question. Parce que par la suite, lors de la montée de version, est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes de rétrocompas? Et sinon, qu'est-ce que vous avez fait? J'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur les montées de version. Montée de version de quoi? Oui, du produit. S'il n'y a pas des freins par rapport au legacy. Des produits legacy? Ouais. Ben, ça rentre dans la catégorie que je définissais tout à l'heure. Donc c'est un legacy qui bouge, donc qui évolue. On essaye de faire payer les métiers de ce legacy pour la conformité de leurs interfaces. J'ai pas plus d'éléments que ça. Enfin, on fait en sorte que ce produit-là ou cette application-là rentre dans les rails, quel que soit le prix. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Je vois que le process, il fait intervenir beaucoup d'êtres humains encore, comme on est en train d'essayer de mettre un petit peu d'IA et d'automatisation partout. Je vois que je ne vais pas parler d'IA. Un petit peu. Juste, est-ce que vous envisagez de passer, d'automatiser, ne parlons pas d'IA, d'automatiser une partie du process, au-delà du code généré où on a encore un dev qui intervient? Alors, dans le code généré, il n'y a pas de dev, c'est automatisé. J'ai mis, c'est sous la responsabilité d'un dev, mais dans la plupart des cas, c'est de la génération de code. Là où on va faire beaucoup d'automatisation, c'est sur les process de déploiement et les process de souscription. Je parle toujours pas d'IA parce que c'est des process qui étaient déjà automatisés avant l'émergence de l'IA. On va peut-être commencer à creuser un peu sur l'automatisation de la spec. Dans notre cas, il y a beaucoup de fonctionnels portés par les humains. Donc on va essayer de creuser dans cette partie-là avec les moyens que l'IA présente aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question, c'était si un design centralisé, le besoin, forcément, il vient du métier, donc il y a sans doute une étape d'échange pour comprendre le besoin, pour s'aligner par rapport aux normes définies. On voit que c'est quand même assez centralisé. Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour un time to market plus efficient dans les quelques années qui ont eu lieu? Alors, c'est assez centralisé
quand il y a un élément important que je n'ai pas donné, c'est assez centralisé quand il s'agit de projets transverses, donc d'un besoin métier qui impacte plusieurs systèmes fonctionnels, donc plusieurs blocs fonctionnels. Ça nous arrive d'être sollicités par les responsables de blocs quand ils ont des projets monodomaines avec leur métier en direct. Donc ça, pareil, ça peut accélérer le TTM, même en ayant une équipe centralisée, parce que la compréhension du fonctionnel et le découpage en système fonctionnel le permet, et surtout la map des API qui a été déjà définie avec les standards permet d'avoir une avance sur les besoins. Donc la centralisation et le process est assez rigide quand il s'agit de projets transverses. Par contre, quand c'est du monodomaine, ça peut aller très vite. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je note pour architecte solution, là dans votre définition, je trouve dommage qu'on le réduit uniquement à la description fonctionnelle. Du coup, ma première question, ça veut dire quoi concrètement description fonctionnelle de l'interface? Et est-ce que vraiment un architecte solution ne fait que ça chez vous? Merci beaucoup. Alors non, il ne fait pas que ça, c'est une des tâches. Donc dans le process que je montre, je mets juste que l'architecte solution ou l'architecte fonctionnel est responsable de cette tâche-là. L'architecte solution chez nous, il est l'interface avec les métiers ou avec les AMOA pour analyser leurs besoins, pour les challenger, pour les écrire dans un langage informatique. C'est lui qui suit les impacts de ces besoins-là sur les process métiers que j'ai décrits dans ma matrice d'architecture. C'est lui qui définit c'est lui qui identifie les impacts sur les process. C'est lui qui identifie les impacts sur les systèmes fonctionnels. Il va jusqu'aux impacts applicatifs. Et donc, d'où la description fonctionnelle des interfaces entre applications. Donc ça, c'est vraiment 1% de son travail. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à toutes les règles que vous avez pu mettre en place. Est-ce qu'il y a eu des freins, c'est-à-dire des équipes qui n'étaient pas forcément d'accord avec les règles ou voilà, qui ne voulaient pas se conformer aux règles que vous avez spécifiées? Alors, la démarche a été faite avec des représentants de tout le monde. Donc, dès le début, tout le monde était dans cette démarche, dans la définition des guidelines, dans la définition des normes. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont d'autres avis, des gens qui veulent aller plus vite. Ils ont leur raison. C'est pas pour être négatif. Mais dans le process, ils vont toujours finir par se conformer parce que tout ce qu'on met en place, c'est plutôt pour les aider et pour aller plus vite quand on a compris le système fonctionnel, quand on a compris ce qu'il doit exposer. Si tu fais cavalier seul, je pense que tu arriveras en retard par rapport au reste.